Salut, on va parler du Front populaire qui va sortir du chapeau. Ça dure 26 minutes. Faites-vous votre propre opinion. Et qui pour gouverner la France? La gauche revendique Matignon. Elle doit se mettre d'ailleurs d'accord sur un nom à proposer au chef de l'État. D'où ces grandes manœuvres qui ont commencé, notamment au siège de la France Insoumise. On retrouve Anthony Lebos pour BFM TV. Bonsoir Anthony. Ce soir, il y a deux réunions en fait. Il y a une première chez les Insoumis. Ensuite, il y a une réunion de toute la gauche dans un lieu tenu secret. C'est ça Anthony ? Oui, et la première réunion de la direction de la France Insoumise s'est achevée. Et puis ce soir, même dans les prochaines minutes, d'ailleurs, on nous dit que ça devrait commencer autour de 17h30, 18h. Il y a une réunion entre les 4 chefs de parti et leurs délégations dans un lieu neutre, tenu secret, à l'abri des journalistes, des regards de la presse et même des nôtres, me disait un cadre socialiste. Donc on n'a pas encore ce lieu, Olivier, on va essayer de le dénicher. Mais la gauche ne s'est pas encore mis d'accord sur un nom pour un Premier ministre, pas non plus sur le processus de désignation. Est-ce que ce sera un vote, un consensus? Est-ce que cela se fera en fonction du groupe majoritaire à gauche dans cette coalition du nouveau Front populaire? Il y a un seul élément sur lequel la gauche s'est mis d'accord, c'est le calendrier. D'ici la fin de la semaine, une candidature sera proposée pour le poste de Premier ministre du nouveau Front populaire. L'option Mélenchon est toujours écartée par les socialistes, les écologistes et les communistes qui préfèrent un profil plus rassembleur, fédérateur, qui puisse apaiser le pays selon eux. Les Insoumis veulent que ce soit l'un des leurs qui pose ses cartons à Matignon, au motif que, à ce stade, la France Insoumise a le groupe majoritaire de gauche dans cette coalition. Les choses avancent bien, a dit Manuel Bompard à la fin de la réunion de la direction de la France Insoumise. Écoutez. Il ne peut pas être question que le maintien de Gabriel Attal à Matignon vienne effacer le vote des Françaises et des Français. C'est un enjeu démocratique et c'est un devoir pour le président de la République d'appeler au gouvernement le nouveau Front populaire. Nous nous préparons à gouverner. En fin d'après-midi, nous nous réunirons avec les différentes formations du nouveau Front populaire. Ça sera dans un lieu neutre, vous verrez. Non, mais attendez, vous inquiétez pas. Les choses avancent bien, elles avancent à bon rythme et on s'est vu hier soir. On a partagé des analyses qui sont des analyses communes et je crois un objectif qui est un objectif commun, c'est faire en sorte que demain, à Matignon, au gouvernement, il y a un gouvernement du nouveau Front populaire pour appliquer le programme du nouveau Front populaire, rien que le programme du nouveau Front populaire et tout le programme du nouveau Front populaire. Mais par un jeu d'alliance et de composition des groupes parlementaires, eh bien, le Parti socialiste peut aussi devenir la première force de gauche dans cette coalition du nouveau Front populaire. Et cela eh bien, changerait tout dans les rapports de force, inverserait les rapports de force avec la France insoumise et pourrait aussi changer tout dans la désignation du futur Premier ministre de gauche. Merci Anthony Lebos avec Thomas Loriot. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes prête pour Matignon? Moi? On cherche des personnalités. Non, d'abord, je pense que c'est au sein des députés que ce choix doit être fait et va être fait. Et ensuite, je pense que le petit jeu auquel certains se sont livrés depuis quelques semaines, vous voyez, de la course de petits chevaux et de pousser des noms, est pas très bon. En fait, il faut vraiment... Je sais que c'est difficile d'en convaincre les Français parce que c'est pas l'aperçu qu'ils ont de la politique généralement, mais il faut convaincre que le nouveau Front populaire, c'est un exercice collectif. C'est vraiment un exercice collectif. Ce ne sera pas la même chose si c'est un insoumis, un socialiste ou un écologiste, quand même. Pardon, Najat Vallaud-Belkacem, on va écouter Yannick Jadot qui prend la parole, justement. Peut-être futur Premier ministre. Une responsabilité énorme au sein du nouveau Front populaire, vous le savez. Les écologistes jouent un rôle très particulier. Et puis évidemment, de hiérarchiser quelles peuvent être les mesures qui peuvent être prises très rapidement pour répondre aux attentes des Françaises et des Français, notamment en termes de pouvoir d'achat ou évidemment d'environnement. Là, quand vous êtes sorti, vous avez tout de suite parlé de Marine Tondelier. On voit qu'elle prend... Mais quelle est absolument. votre place à vous dans cette nouvelle configuration? Écoutez, moi je suis sénateur. Le Sénat dans ce pays est indissoluble. Donc voilà, je participe... à la hauteur de ce que je peux apporter à la réussite du nouveau Front populaire et évidemment au fait que nous dirigions ce pays. Parce que c'est ça, la réalité, c'est que nous connaissons les conditions de cette élection. Nous n'avons pas la majorité absolue, c'est une réalité, mais nous sommes le premier groupe. Nous devons le faire avec humilité parce qu'une partie de celles et de ceux qui ont voté pour nous
n'ont pas voté pour notre programme, ont voté contre le Rassemblement national, mais nous savons aussi combien c'est la justice sociale et la protection de l'environnement qui permettront d'éviter le Rassemblement national à la prochaine échéance. On est en sursis. Il faut pour ça rompre avec le macronisme, c'est une évidence. C'est quoi la suite de la journée pour vous? Vous vous rendez où? Vous allez aux réunions du Nouveau Front Populaire? Voilà, tout ça est très vague, tout ça est très comment dirais-je, est très confidentiel en fait. Voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que vous ferez partie des discussions du Mais bien sûr, on est tous très associés à ce qui se passe. Donc voilà. Yannick Jadot qui participe à la mise en place donc d'un futur gouvernement du Front Populaire. Tout à l'heure, on va revenir quand même sur l'idée de la coalition, puisque c'était celle qui est développée par ce député Renaissance. Il n'est pas seul, hein. Beaucoup à Renaissance disent il faut, et même chez Horizon, Édouard Philippe, il faut une coalition qui irait donc des LR jusqu'aux socialistes, mais on mettrait de côté le RN et les Insoumis. Est-ce que cette coalition a une chance de voir le jour? Alors moi, je crois d'abord qu'il faut raisonner sur un an, c'est-à-dire jusqu'au moment à partir duquel on peut de nouveau dissoudre. Donc je pense que ça, c'est l'horizon. Ensuite, je crois, parce que c'est non seulement la tradition républicaine, mais vis-à-vis des Français, la façon de bien marquer qu'il y a eu une élection et des vainqueurs et des vaincus, que c'est donc un gouvernement de gauche unie et uniquement de gauche unie de former le ministère, de désigner un Premier ministre et de former le ministère. Mais je crois que comme il est évidemment minoritaire, il y aura quelques textes sociaux qui passeront, textes ou d'ailleurs décisions, mesures simplement, ou décrets qui passeront et qui seront populaires. Ça durera peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Mais quand on arrivera au vote vraiment des textes et des réformes, ça peut être au moment du budget, mais ça peut être sur des réformes qui sont au cœur du programme du nouveau Front Populaire. À ce moment-là, je pense qu'il y aura une motion de censure qui sera facile à rassembler, puisque déjà, de toute façon, le Rassemblement national a expliqué qu'ils étaient prêts à voter toutes les motions de censure. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y aura la tentative de formation d'un second type de gouvernement qui, lui, chercherait à associer depuis les socialistes et éventuellement les écologistes jusque une fraction, en tout cas la fraction qui l'accepterait des Républicains. Ça serait très difficile, ça ne serait pas forcément impossible, ça serait inévitablement préparé par des sages, des anciens premiers ministres qui sont plus du tout dans la course de la présidentielle, parce qu'il faut surtout faire très attention aux présidentiables et les laisser de côté, et qu'à ce moment-là, ils feront une tentative. Et si ça ne marche pas, c'est-à-dire que si un gouvernement d'union populaire a été censuré, et si un gouvernement d'union des socialistes à certains républicains n'arrive pas à se constituer, à ce moment-là, il restera la démission du président. Ou alors on tient jusqu'en juillet 2025, parce que votre scénario, c'est dans un premier temps un gouvernement de gauche, mais qui échouera, et ensuite un gouvernement de coalition... Qui sera censuré. Qui sera censuré. Ça sera peut-être un triomphe censuré. Est-ce que finalement, alors, hier, ce sont les électeurs du Rassemblement national qui ont été finalement déçus, mais les prochains, c'est les électeurs de gauche, si je comprends bien. Ça dépend. Si on réussit à mettre en place des choses qui seront de nature à améliorer le quotidien, il n'y aura pas de déception, mais ni de gauche ni de droite. Moi, j'ai fait campagne un peu... Mais il faut faire passer ça à l'Assemblée. Écoutez, ou alors vous faites le 49.3 des décrets. Je vais vous donner les exemples. Moi, j'intéresse aux questions éducatives, comme vous le savez. C'est pas compliqué de mettre en place un autre système que Parcoursup pour orienter les élèves dans le supérieur. C'est pas compliqué de retirer la réforme sur le choc des savoirs, qui est inutile. Moi, j'avais d'ailleurs préparé un certain nombre de propositions de loi pour montrer l'inefficacité et le casse-tête que ça représentait pour les chefs d'établissement. C'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué. Vous supprimez par exemple l'interdiction de la baya à l'entrée dans les établissements. Attendez, laissez-moi finir. Avant, on va aller sur la laïcité, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, laissez-moi développer mon. Je pense que c'est facile aussi de mettre en place la gratuité des fournitures scolaires pour la rentrée. C'est 2 milliards d'euros, c'est ce que coûte le SNU. Et c'est pas compliqué d'augmenter les salaires. On n'a pas besoin de loi pour ça, les enseignants. Si je comprends bien aussi. Pardon ? Évidemment. Je pense que ça sert pas à grand chose. En tout cas, l'objet pour lequel c'était mis en œuvre, ça n'atteint pas ses objectifs. Et je pense que c'est plus efficace d'un point de vue d'égalité de traitement des élèves de rendre les fournitures gratuites. Je pense que tous les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux sont tout à fait contents que les élèves aillent en égalité avec leurs fournitures scolaires à la rentrée. C'est tout à fait faisable. D'ailleurs, des fédérations de parents d'élèves le font déjà. Donc, je suis pas en train de vous inventer quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que vous supprimez l'interdiction de la baya ? Je vais vous répondre. La LFI ou l'Union populaire, d'une certaine façon, maintenant qu'on appelle nous Front populaire, et pour la loi de 1905 et pour la loi de 2004.
Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc qu'il s'agisse de l'abaya ou pas, je vais vous dire, moi je me résume à ce que dirait Aristide Briand, la laïcité, ça ne se résume pas à une affaire de chiffons. Précisément, parce que là on peut citer les grands textes, mais là, l'abaya, est-ce que vous continuez à l'interdire ou au contraire, vous levez cette interdiction? Vous le savez très bien, l'abaya est une circulaire qui a été mise en place par Gabriel Attal, qui était déjà appliquée par des chefs d'établissement quand ça contribuait... Non, parce que chef d'établissement, vous quelque chose de plus clair. Quand ça... Laissez-moi finir. Quand ça portait atteinte et quand ça perturbait l'ordre public. Donc quand ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas utilisé d'un point de vue de... Est-ce que vous supprimez cette circulaire? Répondez-moi oui ou non. Mais je vous réponds oui parce que je suis sur la position de Pape Ndiaye. D'accord, on supprime la circulaire. Je suis d'accord avec Pape Ndiaye. Je suis d'accord avec Pape Ndiaye. Je fais confiance au chef d'établissement. Vous supprimez l'interdiction de la Pardon? Je fais confiance au chef d'établissement. Il y a des choses qui ne se régulent pas parce qu'il y a des choses qui se gèrent d'un point de vue humain, ça s'appelle l'éducation. Sauf que les chefs d'établissement, vous savez bien, demandaient justement une circulaire pour être protégés. Non. Certains chefs d'établissement demandent, ce n'est pas la majorité. Et en France, nous avons un ministère de l'Éducation nationale, pas un ministère de l'Instruction nationale, et c'est bien ce qui nous sépare d'Emmanuel Macron. Et ça, alors il n'y a pas de besoin de loi pour supprimer l'interdiction, c'est une circulaire. D'ailleurs, ce n'est pas une loi. Voilà, la loi qui s'applique, M. Truchot, je viens de vous les citer, c'est 1905 et 2004, c'est-à-dire qu'un élève ne peut pas venir dans un établissement avec un signe ostentatoire à caractère religieux, quelle que soit la religion, mais ça s'applique aussi aux obédiences politiques et ça s'applique aussi aux marques, puisqu'on n'a pas le droit de faire du prosélytisme commercial dans les écoles. Et j'y suis profondément attaché. Donc on pourra revenir avec une abaya à la rentrée au mois de septembre dans un établissement scolaire. Je fais confiance au chef d'établissement pour avoir le discernement, ça s'appelle l'éducation. Mais vous savez, comme un parent d'élève, en France, il y a une loi de la coéducation que Mme Najat Vallaud-Belkacem d'ailleurs a mis en place, qui permet une coéducation, c'est-à-dire que les parents sont des coéducateurs aussi des élèves. Et je crois à ça plutôt qu'à mettre en place des lois qui finalement n'ont pas vraiment une grande réalité dans les établissements. Najat Vallaud-Belkacem, il faut supprimer cette circulaire? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Rodrigo Arenas, c'est-à-dire qu'en fait, sur la question éducative, il faut revenir à de la raison. Il y a eu beaucoup de communication et d'exploitation, d'instrumentalisation de sujets divers et variés. Pendant ce temps-là, franchement, il y a absolument, depuis 7 ans, aucune réforme qui n'ait été menée dans l'éducation qui ait répondu aux vrais enjeux de l'école. Ni le salaire des professeurs, ni la question de la sécurité dans les établissements scolaires, ni la question des apprentissages ou de la mixité sociale. La laïcité à l'école, c'est aussi une vraie question. Mais même sur la laïcité à l'école, honnêtement, est-ce que les professeurs aujourd'hui se sentent davantage soutenus ou formés sur les questions de laïcité? Les chefs d'établissement, oui. Les chefs d'établissement se sentent davantage soutenus par cette circulaire. Moi, je pense vraiment que sur la question éducative, c'est là qu'on va voir peut-être que le nouveau Front populaire amène quelque chose de nouveau. Le sujet principal aujourd'hui, c'est la réussite des élèves et notamment des élèves des classes populaires qui se sentent complètement largués, complètement laissés de côté par les réformes type Parcoursup très malthusiennes. Oui, mais Gabriel Attal était très populaire lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. L'abaya, c'était populaire, l'interdiction. L'autorité, le rétablissement de l'autorité, c'était populaire. L'uniforme à l'école, c'est plébiscité par les Français. Mais vous savez, c'est un sujet très intéressant. Tous les sondages. C'est un sujet très intéressant parce que en fait, ça nous fait aborder le rôle quand même d'un certain nombre de médias dans le climat politique actuel. C'est-à-dire la façon dont les récits qui ont été conduits depuis maintenant 7 ans sur ce que ce gouvernement sortant a fait de bien ou de pas bien était complètement lunaire par rapport à la réalité ressentie par les gens. Vous croyez sincèrement que les gens, les parents, les familles, leurs enfants ont considéré que ce gouvernement depuis 7 ans a mené une bonne politique éducative? Gabriel Attal était très populaire lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Parce que vous l'avez raconté comme ça. Ah bon, d'accord, c'est nous qui avons inventé sa popularité. Mais naturellement, vous avez inventé un Gabriel Attal bon en matière éducative. Alain Duhamel. Ah d'accord, très bien. Alain Duhamel, Gabriel Attal a quand même placé des marqueurs plutôt assez différents de ce que dit Najat Vallaud-Belkacem sur l'autorité, le respect, etc. Ce qui lui ont permis d'ailleurs d'aller à Matignon, puisque quand il est arrivé à l'Éducation nationale, il a tout de suite été identifié. Oui. Et les Français, peut-être pas tous les Français, mais beaucoup de Français ont semblé approuver son action. Il y a deux choses. La première, vous ne pouvez pas demander à une coalition qui vient de gagner de dire quelque chose d'aimable sur ses prédécesseurs du camp opposé. C'est pas la peine de perdre notre temps, ils ne le diront pas. Donc, on met ça de côté. En ce qui concerne Gabriel Attal, qui est un très bon communicateur, il est arrivé avec un certain nombre d'idées qui immédiatement lui ont permis de sculpter un profil auprès des parents d'élèves, auprès d'une partie en tout cas des dirigeants d'établissement et certainement de certains professeurs, certainement pas de tous, et qui ont contribué à sa popularité. Maintenant, pour savoir s'il y avait une tentative de transformer en profondeur et d'améliorer en profondeur le système éducatif,
il était à peine arrivé qu'il était reparti. Donc on ne peut pas savoir, franchement. Moi, franchement, j'hallucine. Hein. Je vous assure, hein, pardon, monsieur Truchot, mais j'hallucine que, encore maintenant, je dirais avec le recul que vous devriez avoir, vous continuez à prétendre que Gabriel Attal a été un bon ministre de l'Éducation. J'ai pas dit ça. Non. Ah non, non, non. Alors là, vous détournez les propos et vous le savez bien. J'ai jamais dit que c'était un bon. J'ai dit que les Français l'avaient remarqué et que sa popularité à ce moment-là lui a permis d'accéder à Matignon. Il est même né à ce moment-là. Quand on connaît c'est pas n'importe quoi. Mais quand on connaît l'école et qu'on sait le nombre d'enjeux, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais c'est factuel ce que je dis. À prendre en charge, on se rend compte quand même assez facilement que ces dernières années, rien n'a été fait sur ce champ. L'éducation, c'est quelque chose de sérieux et je sais que vous êtes très attaché à ce principe-là. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un point. C'est l'ancien président de la FCPE. Non, c'est le député de Paris qui vous parle. Bah, du coup, c'est un spécialiste d'éducation. Et de toute façon, ce n'est pas antinomique parce que c'est précisément parce que j'ai porté des choses en tant que parent d'élève que je continue à les porter à l'Assemblée nationale. C'est mon honneur et je suis complètement tributaire et responsable par rapport à ça. Je ne vais pas faillir sur ce point-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut nous mettre d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la laïcité... Non, mais on peut parler de débat. Moi, je ne suis pas dans la coalition. Alors, je vais le faire autrement. La laïcité, c'est un chemin philosophique. Oui. Est-ce que vous trouvez normal, en tout cas moi je ne trouve pas, que la moitié des bacheliers de France n'aient pas de philosophie? Et c'est précisément peut-être, si on est dans la caricature, les élèves qui en ont le plus besoin, à savoir les lycées professionnels. Ce sont les élèves... Donc vous voulez remettre de la philosophie? Oui monsieur, je pense que les valeurs de la République ça s'apprend. D'ailleurs moi-même et vous-même je pense, n'avons jamais eu de cours sur la laïcité, ce n'est pas vrai. L'éducation nationale n'a jamais donné de cours sur la laïcité autrement que comme des mantras. Moi je pense au contraire que c'est un chemin, que le féminisme c'est un chemin, que la laïcité c'est un chemin, que la liberté c'est un chemin, que ça s'apprend et que précisément qu'on a déshabillé l'éducation d'enseigner le chemin royal qu'est la philosophie, et ben nous avons failli. Et moi je pense que la meilleure de répondre à vos interrogations que vous avez émises à mon encontre, à savoir les questions de laïcité, c'est de permettre à tous les élèves de France, y compris depuis la maternelle, avec des pédagogies adaptées, d'avoir accès à la philosophie et aux principes de droit qui nous régissent. Parce que la philosophie ne suffit pas si elle ne s'applique pas sur un principe de droit, et c'est précisément ce sur quoi nous légiférons à l'Assemblée nationale. Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste. Donc on a la gauche ce soir qui revendique le pouvoir, le Matignon, même si elle n'a pas la majorité absolue, on est loin. Il y a le camp présidentiel qui parle de coalition à l'allemande, excluant les Insoumis, le Rassemblement national, donc ça nécessite de fracturer la gauche. Ça peut durer combien de temps, l'examen de tous ces scénarios? Longtemps. À mon avis. Et je vais en profiter pour faire une petite incise, pour poser là une proposition pour qu'on enseigne un peu la Constitution aussi, ça serait bien, dès les plus jeunes classes, à mon avis. Ça peut prendre longtemps pour une simple et bonne raison. Je suis désolé, mais Marine Tourdelier prend la parole. Parlementaire écologiste. C'est bon, la Constitution, déjà, c'est très émouvant de se retrouver. Il y a 4 semaines, on ne savait pas qu'il y avait une dissolution, et 4 semaines plus tard, on a confirmé toutes celles et ceux qui étaient nos députés, à une exception près, et puis arrivent plein de nouvelles et de nouveaux, donc c'est forcément un moment assez émouvant et puis prometteur pour tout ce qu'on a à faire ensemble. Et vous allez où ensuite? Où est-ce qu'elles se passent, les réunions? Ah mais ça, je suis une tombe, vous le savez, donc arrêtez de me demander, on va tous gagner. Mais il y aura qui à ces mais ça ne vous regarde pas, enfin. Vous êtes chef de parti du Nouveau Front Populaire. Savoir avec qui se passe les moi j'aimerais que ça reste là où ça doit être pour que ça se passe bien. Ce donc sera voilà. Chef de parti, donc. Et bien, en plus je vous ai déjà répondu, je vous reconnais. Mais donc vous faites exprès. Je me permets. Ça sera assez compliqué que ça. Comment? Ça sera un peu compliqué. Ah bah c'est sûr que si vous nous suivez en moto quand on bouge et tout, du coup on va rester chacun chez nous puis faire des zooms. Voilà. C'est quoi la suite pour vous? La suite c'est on a du travail. On a du travail pour les Françaises et les Français, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Ce matin, vous parliez pour le Premier ministre d'une figure d'apaisement qui fait consensus. Est-ce que cette figure, ça pourrait être... Je n'ai rien de nouveau à vous dire par rapport à ce matin. Alors, vraiment rien de nouveau. Mais quand vous dressez... On a déjà dit la même chose 3 fois, puis là, on va le redire à France 2 tout à l'heure. Donc, vous verrez. Mais quand vous dressez le portrait robot du Premier ministre idéal, est-ce que ça pourrait être votre portrait robot? Est-ce que vous imaginez Mais vous comprenez bien que c'est pas ça l'enjeu de la journée. Là, le sujet, c'est pas qui, c'est pour faire quoi. Le sujet, c'est, je vous donne l'exemple très simple des courses pour la rentrée scolaire gratuite, pour les fournitures notamment scolaires. Le coût de ce panier-là, de ce caddie-là, c'est cher dans le porte-monnaie des Françaises et des Français. Il y en a plein qui, à l'heure où je vous parle, ne savent pas comment ils vont le financer. Les gens, ils attendent des choses très concrètes de nous. Est-ce que oui ou non, à la rentrée, le panier de courses sera gratuit? S'il est gratuit, il y a des mères de famille, par exemple, qui vont se dire « Bon, j'avais prévu l'argent pour faire ces courses, peut-être que je peux emmener mes enfants à la mer cet été. Et peut-être que ce sera leur seule journée de vacances de l'année. »
C'est à ça qu'on doit penser. La question de qui, pour moi, est très secondaire. Et ce serait irresponsable d'en faire la question prioritaire qui bloque tout le temps. Voilà, enfin, c'est pas ça qu'attendent de nous les Françaises et les Français. Et la position des écologistes sera très ferme sur ce sujet. Le sujet, c'est aussi comment Exactement, beaucoup plus que qui. Vous avez raison. Donc, comment? Et ben, alors là, je vais vous réexpliquer ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Puis après, je pense que je vais retourner à l'intérieur, parce que c'est un peu circulaire notre raisonnement. Mais en fait, on est obligé d'y arriver, c'est aussi simple que ça. Donc il y a des problèmes, certes, mais il n'y a aussi en face que des solutions. Et vous savez, on était ici il y a 4 semaines. Tout le monde nous a dit ça marchera jamais. Et pourquoi ça prend du temps? Ce programme, ça fait quand même 24 heures que vous travaillez. Bah oui, écrire un programme pour la France, ça prenait au moins 4 jours et 4 nuits. Et ben trouver les solutions pour gouverner ce pays dans une situation politique inédite, c'est pas qu'on n'est pas prêt. C'est que la situation politique est inédite. Et donc ça paraît logique que ça prenne un peu de temps. Ça paraît logique qu'on prenne le temps nécessaire pour en parler chacun dans nos formations politiques, qu'on prenne le temps, comme on l'a fait hier, on le refera ce soir et aussi longtemps qu'il le fera, pour en discuter avec nos partenaires du nouveau Front populaire, et on va trouver les bonnes solutions, en n'étant pas naïf sur ce qui est en train de se passer en face non plus. On la voit bien, l'amicale pression que met le président de la République. C'est le jeu, c'est pas grave. Voilà. Il n'est plus exactement maître des horloges quand même, donc voilà. Voilà, Marine Tondelier au micro de BFM TV. On l'a bien compris, en ce moment, c'est l'heure des tractations au sein de la gauche. Il y a cette réunion dans un lieu secret, Amandine Attalaya, on ne sait pas lequel. On a vu 3 députés partir discrètement. Peut-être qu'ils sont en train de rejoindre, puisque visiblement la réunion va commencer. C'est votre théorie, oui. Oui, c'est ma théorie, parce que les Insoumis aussi, ils ont désigné leurs négociateurs, et donc tout le monde doit se retrouver pour désigner... quoi en fait? Le nom du Premier ministre probablement, qui sera proposé à Emmanuel Macron? Oui, tout à fait, puisque la logique politique veut qu'Emmanuel Macron choisisse un Premier ministre de gauche, même si une partie de son camp le pousse à choisir un Premier ministre de droite. Mais bon, ce serait une lecture assez étrange de ce qui s'est passé. C'est donc crucial cette semaine ce que la gauche va décider, et ça dépend aussi de l'équilibre interne du nouveau Front populaire. À partir du 18 juillet, il va y avoir l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale et la constitution des groupes. Et c'est là que ça peut bouger un peu, parce que pour l'instant, il y a par exemple 72 députés de la France insoumise et 64 députés socialistes. Mais il y a des divers gauches, et il y a notamment ces députés purgés de la France insoumise, ils sont 5, qui ont été élus. Voilà, et on ne sait pas quel groupe ils vont rejoindre. Et donc, il n'est pas dit que la France insoumise soit toujours le groupe dominant après le 18 juillet. Et de ça aussi, de cet équilibre, dépend le choix de leur futur patron et donc du futur Premier ministre. Tout cela est très compliqué et confus pour le moment, parce que pendant les élections législatives, c'était un tabou absolu. La gauche n'a jamais voulu dire qui pourrait être le futur Premier ministre. Beaucoup s'évertuaient simplement à dire que ce ne serait pas Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est ça. Il s'agissait de faire comprendre, bon, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Ah bon? Ça paraît complètement improbable. Parce que par exemple, Mathilde Panot, mais je vous interromps, Amandine Attalaya a dit encore ce matin qu'il n'était pas disqualifié pour Matignon. Elle a dit qu'il n'était pas disqualifié. Qu'est-ce que vous en pensez, Najat Vallaud-Belkacem? Est-ce que Mélenchon est encore qualifié pour aller à Matignon? Ça me paraît vraiment pas une option plausible, en effet. Et vous, monsieur Arenas? Moi, je disqualifie personne. Mais est-ce que vous qualifiez quelqu'un? Et puis ça fait une motion de censure. Est-ce que vous qualifiez quelqu'un si vous ne disqualifiez personne? Je vais vous répondre très sans langue de bois, parce que je sais pas trop mon truc. C'est pas un mercato de foot, tout ça. Donc il va falloir une personne qui est là. D'abord, il faut quand même un chef ou une chef de gouvernement. Non, c'est pas des chefs. Vous avez tort de penser comme ça. Franchement, je sais pas vous apporter la contradiction. Je pense que quand vous êtes chef du gouvernement, en l'occurrence, chef ou chef, parce que ces gens, ça peut être une femme aussi. Oui, c'est ce que je veux dire. Ce serait bien qu'on l'intègre un jour dans ce pays. Donc ça serait pas Jean-Luc Mélenchon du coup. Pardon? Si c'est une femme, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à preuve du contraire, il me semble pas. Mais ça ne peut pas être François Hollande non plus, si on va dans votre logique. Mais c'est pas le sens de mon propos. C'est vous qui êtes obsédé par François Hollande. Vous avez peur de lui? Non, pas du tout. Vous avez peur qu'il prenne la place? Non, pas du tout. Moi, j'ai peur. Vous savez, j'ai peur de personne. Najat Vallaud-Belkacem peut en témoigner. La seule chose dont j'ai peur, parce que je suis un citoyen, parce que j'ai 4 gamins, parce que je suis impliqué dans ce pays, c'est qu'on déçoive. C'est qu'on mette pas en œuvre des mesures qui soient de nature à faire en sorte qu'en 2027, eh bien, finalement, le front républicain qu'on a mis en place vole en éclats. Moi, je suis profondément républicain. J'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron à la dernière présidentielle, et manifestement, malgré notre appel, il a fait comme si ça n'avait pas existé. Je pense que cette façon de faire de la politique a vécu, elle a volé en éclats. On est dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle implique d'avoir quelqu'un qui puisse rassembler et qui puisse avoir la confiance de tout le monde, parce que quand vous gouvernez avec une majorité plurielle, il faut pouvoir entendre tout le monde. François Hollande,
Si vous l'avez bien pratiqué, François Hollande, ça serait un bon Mais ça bon peut chef être un de écologiste, gouvernement. Monsieur Truchot aussi. Mais il me semble qu'il a lui-même indiqué qu'il ne serait pas candidat, entre ce n'est-ce qu'on pas? dit et finalement... Si même quand les gens disent qu'ils ne sont pas candidats, vous voulez En absolument politique, c'est souvent comme ça quand même. Mais Nina Belkacem et moi sommes dans l'équipe de négociation. On peut vous apporter des réponses que nous n'avons pas. C'est dommage. Est-ce que vous regrettez qu'il lui-même ne soit pas sur la ligne de départ? Non, enfin, honnêtement, ils vont trouver. Alors, on va quand même laisser Anne-Charlène Bézina. Mais n'excluez pas les écologistes C'est et Marie les Tourdelier écologistes. qui vous a coupé, mais j'étais... C'est vrai, c'est direct. Vous vouliez nous rappeler précisément les principes de la Constitution, parce que c'est vrai qu'on est dans un moment très inédit, là. Et ça va être savoureux, parce que la Constitution ne dit pas grand-chose, évidemment. Ça n'est pas à elle de gérer les conflits de personnes et les conflits d'appareils. Néanmoins, je pense qu'on est vraiment ici dans l'anti-manuel de comment faire une coalition qui fonctionne, parce que précisément, si elle vient du président de la République et qu'en plus, elle est vendue, on va dire, par la majorité sortante, comme proposant de garder Gabriel Attal jusqu'à la fin des JO, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, en tout cas de quelque chose de difficile à entendre en sortie d'urne. Et je rejoins largement ce qui a été dit par Alain Donc c'est pas la bonne méthode pour l'instant. La chose qui est certaine, c'est qu'on a un groupe qui a gagné l'élection à peu de sièges près et qui est dans une situation très difficile pour faire voter ses textes. Donc ce groupe gagnant, ça doit être le premier à désigner un Premier ministre. À mon sens, c'est vrai qu'il n'aura pas une durée de vie particulièrement longue, parce que on entend parler, par exemple, du panier de fournitures scolaires. C'est mentir aux Français que de considérer qu'on va tout pouvoir faire par décret ou par acte administratif. Les actes administratifs. On ne peut pas, par exemple, abroger la réforme des retraites par décret. On ne peut pas abroger la réforme des retraites. Ce qu'on a dit aussi sur l'assurance chômage, il y a quand même on peut faire une réforme par référendum. Ils sont pas vrais. On ne peut pas faire de réforme fiscale et on ne peut pas changer les finances publiques. Mais évidemment, c'est vrai que les Français, on peut parler. Il faut les liser. Il faut les liser pour le référendum. Ils ont beaucoup parlé, mais on les a pas beaucoup écoutés. Un référendum, il faudrait l'accord du Sénat ou du président. C'est le président qui fait les référendums. Là, ça va être compliqué de le mettre. Donc c'est possible. Là, dans notre situation politique, ça ne le sera pas. Donc il faut être certain, convaincre Emmanuel Macron. Mais vous savez, c'est pas nous qui le convaincre. Attendez, Emmanuel Macron organisera un référendum pour abroger sa propre loi, en tout cas, il y aurait tout intérêt, à moins qu'il puisse se référender lui-même et repasser devant les urnes, ce qui serait tout à fait envisageable et envisagé. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous va. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne. YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.